Bon, je vois qu'il est 15h02, donc on va lancer la conférence d'aujourd'hui. D'abord, un grand merci à celles et ceux qui se joignent à nous. Merci aussi à notre invité aujourd'hui, Maxime Raymond-Bock, qui a accepté de briser la glace et de lancer nos activités à l'ACFAS Alberta. Donc, c'est la première activité de l'automne 2021. Il y en a une autre qui va suivre. Donc, je vous invite à mettre ça à votre calendrier dès maintenant. Le 23 novembre à midi avec les politologues Félix Mathieu et Evelyne Brie qui vont présenter leur livre Le Canada, un pays divisé. Et on va voir notre collègue Frédéric Boily, politologue, qui va commenter l'ouvrage et la présentation de Félix Mathieu et Evelyne Brie. Donc, c'est le 23 novembre à midi. Et voilà, je vous encourage à mettre ça dès maintenant dans votre calendrier. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir avec nous l'écrivain Maxime Raymond-Bock, donc écrivain québécois, un peu touche-à-tout, artiste multidisciplinaire qui s'intéresse évidemment à la littérature, doctorat en littérature de l'Université de Montréal, qui fait son stage postdoctoral à l'Université de l'Alberta avec Daniel Laforêt à MLCS, pardon. Et qui a publié quelques ouvrages, notamment le recueil de nouvelles Atavisme en 2011, qui a remporté le prix Adrienne Choquette. Il publie surtout des recueils de nouvelles et des romans courts. Il a publié également en 2013 Rosemonde Profil et en 2016 des Lames de pierre. Ça nous fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour qu'il puisse nous parler d'un de ses nouveaux projets sur le coureur des bois, Alexis Saint-Martin, et sur les pérégrinations de ce personnage. On connaît moins parfois le profil de certains coureurs des bois. Donc, avec Maxime Raymond-Bock, on va pouvoir entrer aujourd'hui dans les détails de son histoire. Donc, Maxime, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Valérie. Merci de m'accueillir. Merci à l'ACFAS Alberta de me donner la parole. Alors, je brise la glace moi aussi dans ma vie. Je n'ai jamais présenté à l'ACFAS, alors c'est une première. Cette conférence s'inscrit dans mon postdoctorat, donc en recherche-création. J'ai déjà fait mon doctorat en recherche-création, donc ça consistait à créer une œuvre de fiction et à construire un appareil de recherche autour pour soutenir cette création. Je fais la même chose au postdoctorat. Autour de la figure du coureur des bois, Alexis Saint-Martin, en fait, c'est un voyageur, un employé d'une compagnie de traite de fourrure, qui est devenu célèbre au cours du 19e siècle pour avoir servi de cobaye au médecin américain William Beaumont. Alors, Saint-Martin a reçu une blessure d'arme à feu dans le ventre, il a subi cette blessure, et cette blessure a guéri incomplètement et a laissé un orifice, une fistule qui donnait accès à son estomac directement par le côté de son torse. Alors, le médecin qui lui a sauvé la vie, William Beaumont, a saisi l'occasion pour faire des recherches sur cet homme qui est devenu son cobaye. Et par cette fistule, il a réussi à prouver le phénomène chimique de la digestion. Alors, c'est par l'effet de la décomposition des aliments par les sucs gastriques et non pas, comme on le pensait avant, par un effet mécanique, par le mouvement péristaltique de l'estomac, par exemple, ou encore la putréfaction des aliments, comme on avait pu le croire. Donc, Beaumont a atteint une renommée internationale. C'est une figure historique importante dans l'histoire de la médecine. Grâce à Saint-Martin, mais mon projet est plutôt de renverser les rôles et d'écrire un roman qui place Saint-Martin au centre de sa vie, qui est le personnage le plus important de sa vie, et de faire de Beaumont un personnage secondaire, donc dans ce parcours, un personnage secondaire certainement de la plus haute importance, car ce sont des destins qui se sont emmêlés pour toujours. Mais je veux raconter la vie de Saint-Martin, non pas seulement dans sa collaboration qui a pu durer une trentaine d'années avec Beaumont, quand il était avec lui pour les expériences ou après leur contact par correspondance ou par l'entremise d'émissaires que Beaumont envoyait à Berthierville où vivait Saint-Martin pour essayer de le convaincre de revenir à lui, mais toute sa vie, donc les 20 ans qui précèdent et les 25 ans qui suivent le décès de Beaumont, raconter la vie d'un homme dans son entièreté. Donc, c'est un roman qui peut être certainement très costaud. On couvre le 19e siècle. Ça traite de plusieurs sujets, les voyageurs, la course des bois, les avancées médicales, la médecine de brousse,
la vie en campagne dans la vallée du Saint-Laurent, à Berthier. Il y a beaucoup de choses. Alors, ça me prendra des années. Je commence la rédaction l'an prochain. Et ici, dans le fond, je fais état de mes premières recherches. Il existe une abondante documentation sur William Beaumont. C'est un héros américain. C'est une figure de l'histoire médicale. Il y a des chaires des universités à son nom, des départements de médecine. Il y a plusieurs livres à son sujet. Il est partout dans la toponymie américaine. Il s'est même rendu jusqu'en Antarctique parce qu'il y a une montagne en Antarctique qui porte son nom. Alors, il rayonne très loin. Et même, bon, c'est le héros type là, du American Dream. Hein. C'est un self-made man qui, par son intelligence, sa débrouillardise, a réussi à grimper dans les échelons de la société, gravir les échelons militaires, c'est un médecin militaire, et à atteindre même dans l'histoire le titre de père de la physiologie gastrique. Alors, c'est un personnage qui a sa place dans l'histoire de la médecine américaine. Mais tout ça, il ne l'aurait jamais accompli sans Saint-Martin, qui, lui, est un personnage fort méconnu dans l'histoire. Il y a peu de choses sur lui, alors que, bon, dans le destin de Saint-Martin, dans le destin de Beaumont, si on le regarde un peu avec un regard d'analyse littéraire, c'est un adjuvant de la première importance. C'est son allié, même si c'est une relation conflictuelle. Sans Saint-Martin, Beaumont ne passe pas à l'histoire. Et même au Québec, il n'y a pas grand-chose sur lui, contrairement à d'autres figures, par exemple, des corps extraordinaires dans l'imaginaire québécois et canadien français, les géants Beaupré, les Louis Cyr, des gens qui sont passés à l'histoire grâce à leur corps hors norme. Alexis Saint-Martin n'est pas connu. Et donc, dans la littérature existante à son sujet, il est insuffisamment développé. Et dans l'histoire, même dans l'histoire, juste avec un grand H, on ne le connaît pas vraiment. Et dans la littérature, il est présenté de manière fautive et lacunaire. Alors, je vais vous présenter, je suis là à vous parler comme ça, puis j'ai oublié que j'avais un PowerPoint à vous montrer, alors allons-y. Alors, on est déjà rendu à la deuxième. Alors, il existe 2 romans américains qui sont centrés sur Beaumont et qui racontent l'histoire de ces 2 hommes, mais centrés sur la figure de Beaumont, écrit par des Américains. The Golden Page, par Alma Meyer en 1977, et Open Wound, The Tragic Obsession of William Beaumont en 2011. Alors, ces 2 livres avec une optique complètement différente. Le premier, celui de Meyer, cherche à faire une représentation héroïque de Beaumont. On le voit en plein pied d'ailleurs sur la couverture. The Golden Page, il a écrit une page dorée de l'histoire médicale. C'est a fascinating story, une histoire fascinante, c'est vrai. Bon, on va le concéder, mais il faut créer un personnage qui mérite sa place dans l'histoire, dans ce livre. C'est un livre qui est basé beaucoup sur la documentation existante et même qui fait usage de citations abondantes des notes de Beaumont, de ses articles médicaux, du livre qu'il a écrit sur ses recherches sur Alexis Saint-Martin. Et curieusement, il y a des citations textuelles très fréquentes. Alors, on passe de la prose narrative à « oh, les guillemets s'ouvrent » et puis c'est les textes de Beaumont qui apparaissent. Alors, c'est un livre hybride entre la fiction biographique et pratiquement une monographie sur Beaumont. Et en 2011, alors là, c'est une autre approche par Karl Hawish qui, lui, écrit plus vraiment une fiction narrative. Là. Il n'y a pas de citation, c'est vraiment un narrateur qui prend en charge des pensées des personnages, un narrateur omniscient. Il y a des dialogues qui véhiculent la pensée de Beaumont et des gens avec qui il discute. Mais là, lui, il s'intéresse plutôt aux problèmes éthiques de cette rencontre. Est-ce que le fait de sauver la vie d'un homme crée une dette éternelle et que cet homme-là nous doit pour toujours d'être en vie grâce à nous? Et est-ce que parce qu'on a sauvé la vie de quelqu'un, on peut faire ce qu'on veut avec cette personne par la suite en se l'appropriant parce que c'est une dette impossible à rembourser? Alors, ce roman-là ne dresse pas un portrait hagiographique de Beaumont. Au contraire, le montre comme un homme obsédé par son désir
presque comme un arriviste, quoiqu'il était effectivement talentueux et intelligent, et il a effectivement fait des découvertes qui ont fait progresser la médecine, mais c'est une obsession tragique. Le titre parle pour lui-même, c'est une plaie ouverte, open wound, donc on a une autre optique complètement. Ces deux romans, écrits par des Américains, donc présentent Saint-Martin comme un personnage de l'altérité. Les écrivains sont américains, ils présentent le personnage secondaire d'un Canadien français. Et cette altérité-là, hein, des langues, anglais, français, religion, protestantisme, catholicisme, de la classe sociale. On a un médecin de l'armée, un scientifique, puis un illettré qui a peut-être fait l'école de rang dans sa jeunesse, mais qui gagne sa vie avec son corps. C'est un voyageur, ce n'est pas un intellectuel. Donc, toutes ces différences créent une représentation, comme je le disais, de Saint-Martin qui est fautive et lacunaire. Qui peut parfois même aller jusqu'à l'humour involontaire. Par exemple, dans Open Wound, quand Saint-Martin s'exprime en français, il parle comme un Parisien d'aujourd'hui. Hein. Il dit « putain, ça craint ». Il y a des choses qui n'ont absolument aucun sens dans le contexte d'un Canadien du 19e siècle. Donc, cette altérité que les auteurs américains n'ont pas été capables de rendre adéquatement fait que c'est un personnage qui manque de substance ou qui est représenté fautivement. Alors ça, c'est les deux romans américains qui existent. Et surprise, il existe maintenant un nouveau roman qui a été publié au Québec par un auteur québécois en 2021, ce printemps. Ça a été publié aux éditions Charlevoix par Serge Gauthier, un ethnologue et président de la Société d'histoire de Charlevoix, qui écrit ce livre, bon, Alexis Saint-Martin, 1794-1880, L'homme cobaye du docteur William Beaumont. Alors là, ce roman, roman biographique selon le sous-titre, est un roman en focalisation interne. Donc, Saint-Martin nous raconte au jeu sa vie. Et si, bon, comme je disais tantôt, les Américains ont fait un portrait lacunaire et imparfait et insuffisant de Saint-Martin, eh bien, Serge Gauthier, lui aussi, fait ce portrait lacunaire et insuffisant, non pas par ignorance du fait français en Amérique ou de la culture canadienne-française ou de la vie des coureurs des bois, mais par effet inverse, peut-être en poussant au maximum les clichés qui sont présents dans notre imaginaire autour des coureurs des bois. Donc, la force physique, l'endurance surhumaine, la puissance sexuelle, un bagarreur, le meilleur chasseur qu'on a jamais rencontré. Et bon, il prend toutes ses libertés avec les faits réels. On ne peut pas le lui reprocher. Là, comme écrivain, je constate qu'on ne pourra jamais aller jusqu'à la vérité pure de ce que nos personnages historiques ont vécu. Et bon, avec un personnage aussi peu documenté, on peut laisser aller son imagination. Et bon, Serge Gauthier, disons, a plutôt fait comme, je dirais, une improvisation libre sur le thème de la vie de Saint-Martin. Et tout de même, il y a le mérite de jeter les fondations de la création d'un personnage de l'imaginaire qui n'existe pas encore dans notre imaginaire collectif. Et bon, moi, je vais partir de son travail et travailler à construire la figure de l'imaginaire à ma façon avec mon projet de roman. Maintenant, donc, je vous ai menti, dans le fond. C'est ici que je vous dis que je ne veux pas faire ce que j'avais préparé, ce que j'avais pensé faire. Il ne faut jamais écrire son titre avant de commencer à écrire son projet. Ça, parce que quand on commence à travailler, on se rend bien compte que ce n'est pas ça qu'on fait. Et puis, je me dis que de faire l'analyse poussée des représentations dans la fiction de personnages méconnus, c'est mettre la charrue avant les bœufs, évidemment. Ces personnages ne vous ont probablement pas été présentés dans vos cours d'histoire, à moins que vous soyez médecin. S'il y a des médecins parmi nous, vous en connaissez peut-être un peu plus sur l'histoire de Saint-Martin et Beaumont. Donc, plutôt que de parler de la représentation dans les 3 livres que je vous ai présentés, je vais plutôt vous raconter l'histoire de Saint-Martin et de Beaumont, de leur rencontre, de ce qu'ils ont vécu ensemble. Et bon, avec une approche historique et géographique, je vais passer d'une carte à l'autre pour qu'on se promène dans l'Amérique et parler de ce que c'est que la vie des coureurs des bois, comment Saint-Martin a pu se rendre jusque-là, jusqu'à son accident. Alors, voici. Alexis Saint-Martin, je vais prendre une petite gorgée, excusez-moi.
Donc, Alexis Saint-Martin commence sa vie sur un mystère. On n'est pas certain de sa date de naissance. C'est peut-être 1794, c'est peut-être 1880. Il y aurait une confusion, et c'est une confusion qui a duré dans le récit qu'on en fait depuis le début. Avait-il 19 ans ou 29 ans quand il a subi son accident? Il semblerait qu'en fait, il ait un frère aîné qui est né de... Bon, il y a deux baptistères avec les mêmes noms puis les mêmes parents. Donc, il y a un frère aîné qui serait né en 1794 et qui serait décédé peu avant la naissance d'Alexis, notre Alexis. Donc, les parents lui auraient donné le nom du frère aîné. Alors déjà, pour un écrivain, c'est déjà un personnage exceptionnel qui commence dans une symbolique et une poétique du refus de mourir. Alors déjà, mon personnage de Saint-Martin est dans la survie et dans la lutte. C'est un des hasards de l'histoire qui font la littérature et c'est excellent. Comme ça, j'adore. Il est né à Berthier, donc à l'est de Montréal. Au nord de Sorel, si on traverse le fleuve, et ça, c'est un détail important dans l'histoire, parce que de l'autre côté du fleuve, à Sorel, c'est l'embouchure du Richelieu, et le Richelieu descend en ligne droite jusqu'aux États-Unis, jusqu'au lac Champlain. Alors ça, il faudra s'en souvenir, c'est un détail important dans l'histoire. À Berthier, on l'imagine vivre sa vie de jeune homme dans la campagne, la vie agricole, comme la majorité de ses compatriotes dans la vallée du Saint-Laurent. Et au tournant des années 20, il s'engage comme voyageur pour la compagnie de la American Fur. Et quel est son rôle dans la American Fur? Eh bien, c'est un milieu mangeur de l'art. Alors, c'est de la terminologie de la course des bois qu'on méconnaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un milieu mangeur de l'art? Ce sont des termes qui parle de la hiérarchie, dans le fond, du coureur des bois. Le milieu, c'est sa position dans le canot, et le mangeur de l'art, c'est sa position dans l'organigramme général de la course des bois et sur le territoire. Alors, allons-y pour le milieu. Les milieux sont les hommes qui rament au centre. Et il y a les deux bouts qui, eux, sont les plus importants dans le canot. Le guide en avant, ce sont les deux hommes au bout, là, le gouvernail et le guide, sont en charge du canot. C'est eux qui ont fait le voyage souvent, ils savent où ils vont, ils ont connu les portages, ils savent où s'arrêter, où débarquer. Et le guide en avant peut dire, ah là, il y a des intempéries, il y a des obstacles imprévus, on va se ranger sur le côté, on débarque, on fait un portage pour contourner. Alors, c'est des hommes qui sont payés plus cher que les autres, ils ont de l'expérience. Et au milieu, les hommes qui pagayent, et qui font les portages, transportent la marchandise, n'ont d'autres fonctions que de forcer ces deux paires de bras. Alors, ils rament et ils transportent la marchandise durant les portages. Donc, c'est un titre inférieur, disons, à un milieu. Et le mangeur de l'art, on passe à l'autre carte. J'ai mis une carte des familles linguistiques des nations autochtones avec lesquelles les coureurs des bois commerçaient. Les mangeurs de l'art sont ceux qui font le voyage de la vallée du Saint-Laurent au Grand Lac, aller-retour dans la même année. Alors, c'est pour ça que les mangeurs de l'art, ils mangent la viande d'élevage, ils rentrent chez eux dans les campagnes, contrairement aux hommes, aux hivernants, aux hommes du Nord ou aux hommes libres, qui, eux, occupent le territoire à l'intérieur et qui mangent de la viande de chasse. Donc, ce sont des hommes qui sont plus virils, ils ont plus d'expérience, ils chassent pour manger, alors que les hommes de l'art, les mangeurs de l'art, eux, ne font que le voyage aller-retour à chaque année. Donc, ils sont inférieurs dans la hiérarchie. Donc, notre ami Alexis Saint-Martin, notre voyageur, on ne peut pas être plus bas que ça dans la pyramide des coureurs des bois. Les mangeurs de l'art amènent la marchandise aux rendez-vous qui sont dans les Grands Lacs. Il y en a ici sur la rive ouest là, du lac supérieur, à Fort-William, qui est Thunder Bay, à Grand Portage, et à l'île de Mackinac, qui est ici à la jonction des trois Grands Lacs, le lac Huron, supérieur, Michigan. Il y a une petite île ici, Mackinac, qui est sous contrôle de la American Fur, des Américains, qui traite ici là, dans le bassin de la rivière Missouri et aussi un peu ici dans le nord. Donc, Saint-Martin, lui, s'engage pour la American Fur comme mangeur de l'art et amène la marchandise jusqu'au rendez-vous de Mackinac. Et alors, le rendez-vous, c'est la fête. Les gars ont ramé pendant des semaines et des mois. Ils sont épuisés. Ils ont lutté pour leur survie. Ils ont eu toutes sortes d'imprévus. Ils se ramassent enfin au rendez-vous. Les hommes du Nord descendent du Nord ici avec les pelleteries. Alors, on fait l'échange. Les marchandises sont venues de la vallée du Saint-Laurent, les pelleteries sont descendues du nord, on échange pour la traite et c'est l'occasion de la fête. Alors, on sort les violons, on gigue, on chante, on danse, on boit un coup, il y a de la bagarre, du rififi, c'est une grande foire, c'est la foire des fourrures. Et
C'est dans ces circonstances, au poste de Mackinac, que l'accident se produit. Saint-Martin reçoit un coup de feu un matin. Les gars ne devaient pas être à leur meilleur, peut-être un peu le lendemain de veille, tout ça. Ils sont tous armés, un accident au magasin et Saint-Martin reçoit un coup de feu dans le ventre et on le donne pour mort, évidemment, une blessure terrible en 1822. Mais comme Mackinac est occupé par une garnison américaine, il y a un médecin sur place qui lui sauve la vie, c'est le docteur Beaumont. Et voilà, ça c'est Mackinac. Donc, la garnison militaire, le docteur Beaumont lui sauve la vie contre toute attente. Et c'est vraiment considéré là, comme un miracle. Il était donné pour mort. Alors, le docteur Beaumont fait son apparition dans notre histoire. Alors, je vais vous raconter un peu sa vie pour le ramener jusqu'à nous. William Beaumont, du Connecticut, né en 1785, d'une famille de révolutionnaires américains qui étaient sur le territoire depuis 1640. Donc, les idéaux du self-made man et d'indépendance qui vont toujours l'animer. Une famille de petite bourgeoisie agricole qui doit faire son compagnonnage pour devenir médecin et non pas étudier dans les grandes universités là, avec les amphithéâtres et tout. Donc, il est compagnon d'un médecin qui lui transmet son savoir. En 1802, s'enrôle dans l'armée comme médecin. Et 1812, pardon. Et c'est au moment de l'éclatement de la guerre de 1812. Alors, il raffine son apprentissage de l'anatomie durant la guerre en amputant ses camarades d'infortune, en trépanant. Peut-être découvre-t-il un désir morbide des corps malmenés, sait-on jamais. Il est stationné à Plattsburgh avec l'armée où il se marie avec sa femme Deborah Platt, donc une femme qui est élevée dans la hiérarchie de Plattsburgh, évidemment. C'est parfait pour lui qui veut monter en grade dans la société. Et il est envoyé à la garnison de Mackinac dans le cadre de son travail de médecin. Alors, il sauve la vie de Saint-Martin et il le prend chez lui. Saint-Martin guérit, la fistule guérit, la blessure guérit et il peut manger normalement en mettant un bandage sur sa blessure. Alors, il reprend des forces et finalement, il emménage dans la famille de Beaumont parce que la communauté ne veut plus payer pour l'entretenir à l'hôpital. Donc, et Beaumont rachète son contrat à la compagnie de traite. Alors, il devient, dans le fond, l'homme à tout faire de Beaumont. Et comme tous les jeunes hommes de la vallée du Saint-Laurent qui ont grandi dans un milieu agricole, il sait ce que c'est que de construire une clôture, réparer un toit, transporter de l'eau. Donc, il devient l'homme à tout faire. C'est un porteur d'eau littéral. Il devient l'homme à tout faire de Beaumont. Il vit avec sa famille pendant 3 ans, pendant lesquels Beaumont se dit, ma foi, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un phénomène exceptionnel, je devrais l'étudier peut-être. Alors, il écrit un article dans le Medical Recorder. Il attire l'attention de la communauté scientifique et le médecin général de l'armée, le Surgeon General, lui envoie de la documentation sur le système digestif. Alors, il y a peut-être une occasion là, pour faire des recherches. Et effectivement, Beaumont se dit, voilà une occasion, je vais essayer d'en découvrir plus sur le système digestif et commence à faire des expériences sur Saint-Martin alors qu'il est en permission à Plattsburgh pour visiter sa belle famille. Alors, il fait 4 expériences qui vraiment ne fonctionnent pas bien pour Saint-Martin. Et on lui insère de la nourriture avec une ficelle dans le trou pour constater l'état de la digestion après 1 heure, 2 heures et tout. Alors, Saint-Martin a mal au cœur, il vomit, est malade, il perd connaissance. Alors, comme ils sont à Plattsburgh, Saint-Martin décide qu'il prend la poudre d'escampette et il quitte Beaumont sans avertissement. Il remonte le lac Champlain, remonte le Richelieu, traverse la Sorel, rentre chez lui à Berthier. Pendant les années suivantes, où est-ce que j'en suis ici? Ça, c'est Prairie du Chien. Pendant les années suivantes, Saint-Martin reprend une vie normale à Berthier, se marie en 1826, reprend du service comme mangeur de l'or pour la Compagnie de la Baie du Tson, donc au nord de la frontière. Alors, il n'y a pas de danger, un rendez-vous de retrouver à Mackinac Beaumont. Les rendez-vous sont sur les rives nord des Grands Lacs. Et pendant ces années-là, Beaumont est envoyé à Prairie du Chien, à l'ouest du lac Michigan, où il y a des communautés francophones depuis la fin du 17e siècle.
les explorateurs avaient déjà arpenté le territoire. Il y avait des alliances avec les nations autochtones depuis la Grande Paix de Montréal de 1701. Donc, il y a plein de communautés françaises. Et la frontière américaine progresse dans ce monde inconnu, mais dans le fond, ce n'est pas du tout un monde inconnu. C'est un monde qui est déjà habité par des communautés qui parlent français. Alors, ce n'est probablement pas étonnant que Saint-Martin a accepté d'aller le rejoindre à Prairie-du-Chien avec sa famille parce que c'était une communauté où il pouvait au moins comprendre la langue. Saint-Martin a été retracé à Berthier par un des rabatteurs de la American Fur Company, qui l'a reconnu, un de ceux qui essayait de mettre sous contrat des voyageurs parmi la jeunesse de la vallée du Saint-Laurent. Il écrit à Beaumont, j'ai retrouvé Saint-Martin, il est ici à Berthier. Alors Beaumont dit, ben parfait, réengage-le, puis renvoie-moi-le. C'est ça qui se produit. Ils viennent en famille. Saint-Martin part avec sa femme et ses 2 enfants et ils arrivent à Prairie-du-Chien en 1829. Et c'est alors qu'ils vivent pendant 3 ans avec la famille de Beaumont. Et cette fois, non seulement Alexis est l'homme à tout faire de Beaumont, comme avant, mais Marie Joly, la femme de Saint-Martin, et la bonne à tout faire, elle fait la nourriture, elle fait le lavage, elle s'occupe de la maisonnée avec Debbie, qui elle aussi a eu d'autres enfants. Donc, ça devient une communauté assez dynamique, où là, il y a maintenant deux personnes qui s'occupent de la maisonnée. Et pendant ce temps-là, eh bien, Beaumont raffine ses expériences sur Saint-Martin. Il fait une série d'une 50aine d'expériences où là, ce n'est pas seulement que de voir le temps de digestion de morceaux de nourriture qu'il attache avec une ficelle. Il insère toutes sortes d'objets, des thermomètres, il découvre comment faire la ponction des sucs gastriques en rentrant un tube d'alambic dans l'orifice et en stimulant avec l'odorat, en faisant sentir des odeurs à Saint-Martin, ça active le système digestif et ça fait sécréter des sucs gastriques qu'il se met à pomper pour remplir des fioles et les distribuer à tout vent pour les autres scientifiques qui pourraient bien pouvoir aider à découvrir la composition chimique de ce pure gastric juice, comme ils l'appellent. Et d'autres expériences, comme par exemple, dans une fiole de sucre gastrique, mettre un morceau de nourriture, le mettre sous le bras de Saint-Martin, à qui il demande de se promener pour que la fiole soit à la température du corps et que le mouvement imite le mouvement de la digestion pour voir si ça décompose, si la nourriture se décompose in vitro. Alors, c'est toutes sortes d'expériences qui sont absolument étranges et fabuleuses, qui met aussi extrêmement invasive et dégueulasse. On va le dire que c'est des conditions, en plus médecine de brousse, dans un fort rudimentaire. On a peine à s'imaginer ce que Saint-Martin a pu vivre. Alors, on a aussi peu d'informations sur la vie de Saint-Martin à Prairie-du-Chien, mais on peut en déduire que ça ne s'est pas très bien passé parce que Beaumont, dans ses notes, écrit, dans l'analyse qu'il fait de ses expériences, il dit qu'il arrive à prouver l'effet de la colère, de l'impatience et des émotions vives sur la digestion. Alors, Saint-Martin est donc en colère, il est impatient, il a des émotions vives. Et aussi, il faut le dire, que Beaumont peut témoigner de l'effet de l'alcool sur la digestion parce que Saint-Martin est un alcoolique sévère. Bon, il y a toutes sortes de causes à l'alcoolisme, on peut en nommer de multiples, et il y en a une qui est l'automédication, on pourrait dire. Saint-Martin a eu une vie très difficile, je ne sais pas quelle est la cause de son alcoolisme. On est dans le domaine du romanesque, on verra ce que je fais avec cette information-là. C'est évidemment, je vais en parler. Je ne vais pas gommer les mauvais côtés ou les douleurs ou les souffrances de ce personnage. Je compte écrire un roman aussi réaliste que possible. Mais Saint-Martin était un alcoolique et il l'aura été toute sa vie et ça aura permis au moins à Beaumont d'expliquer l'effet de l'alcool sur la digestion. Mais la vie est certainement difficile et c'est une des raisons qui explique qu'ils ont demandé la permission de partir en 1831. Et il y a aussi qu'il y avait une guerre qui se préparait, il y avait de l'agitation, les Autochtones étaient insatisfaits de la progression des Américains sur le territoire. Et l'année d'après, en 1832, il y aura la Black Hawk War sur ce terrain, sur ce territoire. Et probablement que Beaumont était retenu par ses responsabilités militaires et qu'il a dû laisser de côté ses expériences à ce moment-là. Alors, la famille part
en 1831, et ça, c'est assez exceptionnel. Beaumont écrit dans ses notes que la famille est partie en canot, in an open bateau, donc dans un canot. La famille, donc Alexis, Marie et leurs 3 enfants, il y a un nouveau-né en plus à ce moment-là, et qui descendent le Mississippi, qui remontent la rivière Ohio jusqu'à Pittsburgh, et qui s'en vont au lac Erie, traversent le lac Erie, traversent le lac Ontario et remontent le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. Une petite famille, on ne sait, il y avait de la circulation maritime, ils ont peut-être emprunté un bateau, il y avait des bateaux à vapeur qui faisaient du transport de marchandises sur les Grands Lacs. Je ne sais trop dans quelles circonstances ils ont fait ce voyage, mais je trouve que c'est absolument exceptionnel. En 1831, en petite famille, ils reviennent à Berthier. En 1932, Saint-Martin accepte de revenir, respecte sa parole et il descend à Plattsburgh rejoindre Beaumont. Et là, c'est exceptionnel ce qui se produit, c'est du médical. Pour éviter que Saint-Martin parte, parce qu'il a tendance à vouloir toujours rentrer, Beaumont lui fait signer un contrat. Alors ça, c'est la première fois dans l'histoire médicale qu'un sujet d'expérimentation comme lui accepte de signer un contrat pour se soumettre à des expériences. Et puis, j'imagine que vous pouvez le voir. Moi, il faut que je tasse mon image. Alexis Saint-Martin signe avec un X. Hein? C'est un analphabète. On lui lit le contrat et dans un anglais fleuri et complexe, qu'il n'arrive probablement pas à comprendre dans le détail, mais on lui promet 140 $ pour l'année s'il... attendez que je le retrouve. Pour... To obey, suffer and comply. Alors, obéir, souffrir et se conformer au moindre désir de Beaumont. Donc, il se soumet à toutes les expériences possibles qu'on a décrites tout à l'heure, l'étude d'alambic. Et autre détail absolument exceptionnel, c'est que Beaumont veut s'assurer de la subordination de Saint-Martin et s'arrange pour le faire enrôler dans l'armée américaine comme sergent, un rang mineur en 1832, pour qu'il soit inférieur à lui dans un grade militaire et qu'il soit sous son autorité militaire et que Beaumont puisse contrôler ses déplacements. Alors, à partir de 1832, pendant les 2 années qui suivent, Beaumont est en permission et il a Saint-Martin sous contrat et sous son rang militaire. Alors, il l'amène partout en Nouvelle-Angleterre. Il le promène dans les universités, à Washington, à New York, à Boston, à Philadelphie. Saint-Martin devient un phénomène de foire. On le promène partout. Pendant toutes ces années pendant lesquelles Beaumont cultive ses contacts politiques et ses contacts scientifiques, et Saint-Martin se soumet à toujours plus d'expériences dans des conditions de torture physique, une invasion de son corps, et aussi de torture psychologique, parce que, bon, je vous donne un exemple, son livre paraît, le livre de Beaumont paraît en 1833. Et pendant ce voyage-là, ils ont fait faire les gravures que vous voyez là, de l'ouverture, de la plaie, tout ça, des descriptions anatomiques. Son livre paraît en 1833 et dans lequel il décrit toutes les expériences qu'il a faites jour après jour, quelle quantité de quelle nourriture, ça s'est décomposé pendant combien de temps, etc. Et il y a des entrées d'expériences le 25 décembre 1832, le jour de Noël, et le 31 janvier, le 1er janvier, le 31 décembre, pardon, et le 1er janvier 1833. Alors, Beaumont continuait ses expériences sur Saint-Martin, même les jours de fête. Ils étaient tous les deux isolés dans ce voyage dans lequel Saint-Martin ne pouvait que se plier aux exigences de cet homme qui l'avait mis sous contrat. Mais à un moment donné, il en a assez, Saint-Martin, et en 1834, pendant qu'ils sont encore à Plattsburgh en déplacement, il demande une permission à son supérieur militaire pour aller visiter sa famille. Ils sont malades. Il y a un de ses enfants qui est décédé en 1832. Il veut revoir sa famille. Il s'ennuie. Il est isolé. Alors, Beaumont lui accorde la permission de rentrer à Berthier voir sa famille avec la promesse de venir le rejoindre à Saint-Louis, où il est maintenant dépêché dans le cadre de sa carrière militaire. Et Saint-Martin ne revient pas. Il en a assez, c'est terminé pour lui. Ça fait 10 ans qu'il est au service, 12 ans qu'il est au service de Beaumont pour toutes ses expériences de torture. Et là, ça suffit.
aux Grandes Dames de Beaumont, parce que là, lui vient de publier son livre, ça attire l'attention internationale et toutes ces découvertes provoquent des nouvelles questions. Alors, lui, il voudrait pouvoir faire de nouvelles expériences pour aller plus loin, mais Saint-Martin refuse malgré son insistance. Et Beaumont, donc, s'installe à Saint-Louis et il vit pour les 20 années qui suivent dans le cadre de ses activités militaires, mais aussi en tant que... Il y a une pratique privée. À un moment donné, il prend sa retraite de l'armée. Il y a une pratique privée. Il vit à Saint-Louis et jamais il ne pourra retrouver Saint-Martin. Malgré tout, pendant ces 20 ans, il va continuellement harceler Saint-Martin pour essayer de le convaincre de revenir en écrivant des lettres, en dépêchant des émissaires de la compagnie de l'American Fur qui essayent de marchander avec Saint-Martin pour le convaincre de revenir faire des expériences à Saint-Louis. Saint-Martin refuse toujours parce qu'il veut se faire payer plus que ce qu'on lui donne, parce qu'il a compris, dans le fond, que Beaumont était dans une relation de dépendance avec lui, donc il essaie de se faire payer plus pour ses souffrances. Et aussi, la condition, c'est qu'il veut descendre en famille. Il ne veut pas passer encore un autre Noël avec un tube dans la fistule. Là, on veut être en famille. Ce que Beaumont refuse parce qu'il ne veut pas payer. Alors, toute sa vie, les dernières 20 années de la vie de Beaumont, continue à harceler Saint-Martin. Saint-Martin refuse. Et pendant toutes ces années, Saint-Martin, à partir du moment où il quitte Beaumont, eh bien, c'est la misère, c'est la pauvreté, la vie rurale très difficile, la maladie, des conditions de vie très difficiles, la mortalité infantile, plusieurs enfants, de nombreux enfants meurent. Et bon, c'est l'alcoolisme aussi, comme on l'a dit, Saint-Martin est frappé par cette maladie. Même si pendant les années 40, il aurait eu un court moment de sobriété parce que ça correspond à la visite du père Chiniki, peut-être le connaissez-vous, qui est un des apôtres de la tempérance durant les années 40. Le père Chiniki était comme une rockstar parmi les curés au Québec. Il se promenait, il vantait la tempérance, il vantait la sobriété. Et il est passé à Berthier exactement au moment où Saint-Martin aurait eu une période de sobriété. Alors peut-être qu'ils se sont rencontrés, peut-être que Saint-Martin a assisté à une de ces conférences. Je présume que c'est le cas. Alors ça, c'est un autre hasard de l'histoire que je ne laisserai pas de côté dans mon travail de rédaction de fiction. Mais bon, alors ça a été quand même une vie, malgré cet épisode de sobriété, Saint-Martin est demeuré alcoolique toute sa vie et ça a été une vie pénible, si bien qu'à la fin de leur vie, apparemment que seulement 4 ou 5 de leurs enfants leur auraient survécu sur une vingtaine de grossesses. Alors, je ne connais pas les statistiques de la mortalité à cette époque, mais ça me paraît quand même seulement une personne sur 5 qui survit à ses parents. Ça me semble être la preuve d'une vie difficile, de conditions de vie difficiles. Mais revenons en arrière, malgré cette vie difficile, bon, il n'a pas été libéré de son calvaire principal à la mort de Beaumont en 1853, parce que Saint-Martin a été fidèle à Beaumont. Même s'il n'a pas continué de faire des expériences avec lui, il ne s'est pas prêté à d'autres expériences avec d'autres scientifiques jusqu'à la mort de Beaumont. Il y avait une dette morale envers lui, il se disait, bon, je vais respecter, c'est mon sauveur, je vais respecter cet engagement tacite qu'on a. Mais à la mort de Beaumont, il accepte de commencer à travailler avec d'autres scientifiques et, malheur, un charlatan met la main sur lui. À la mort de Beaumont, un certain Edward Bunting, c'est un pseudonyme, qui se disait originaire d'Halifax, on ne le sait pas, qui disait être un médecin qui pratiquait à Montréal, il n'y a pas de trace de lui, personne ne le connaît dans le milieu médical à Montréal, mais il met la main sur Saint-Martin et se met à le promener, le parader de par le monde, en tout cas en Amérique du Nord absolument, assurément, comme phénomène de foire. Alors, il le promène dans les centres médicaux ou même peut-être dans des circonstances moins officielles. Il promène son homme à la fistule, puis il charge un prix d'entrée et tout. Il le promène à Montréal, à Toronto, à Ottawa, et dans les villes de la Nouvelle-Angleterre qu'on a nommées plus tôt, Philadelphie, Boston, etc. Et potentiellement aussi en Europe. J'ai trouvé 2 articles de journaux de Bath, près de Bristol, en Angleterre, qui attestent de la présence de Saint-Martin et de Bunting, et potentiellement en Écosse aussi, durant un même voyage en 1858.
Alors, ils sont peut-être allés en Europe, ça reste à confirmer. Les archives sont dures d'accès comme ça. Peut-être qu'ils ne fouillent pas dans les bonnes bases de données ou c'était probablement pas le grand événement non plus. Alors, c'est peut-être resté assez discret, donc il faudrait faire de la recherche plus ciblée. Ils sont peut-être allés en Europe, mais bon, chose certaine, Bunting a promené Saint-Martin comme un phénomène de foire euh, dans le nord-est. Et si bien que P.T. Barnum s'est intéressé à son cas. Vous connaissez P.T. Barnum, qui est pratiquement l'inventeur de la foire, du cirque ambulant avec des phénomènes de foire. Ben, peut-être pas, c'en est peut-être pas l'inventeur, mais en tout cas, c'en est la plus grande figure. Il se serait intéressé à Saint-Martin, mais bon, un homme qui a simplement une petite fistule et qui peut. La seule chose la plus importante qu'il peut faire, c'est peut-être faire sortir une gorgée d'eau. C'est peut-être moins impressionnant qu'un homme qui peut lever un cheval ou un homme-tronc ou je ne sais quel autre personnage fantastique. Ben, je pense que le géant Beaupré a été dans le cirque plus tard, au début du 20e siècle. Mais en tout cas, Saint-Martin a évité cette autre forme de calvaire. Bon, on approche de la fin de sa vie. Dans les années 1870, il aurait vécu avec sa famille, avec sa femme et les familles de ses 4 enfants au Vermont, à Cavendish, comme combien d'autres familles canadiennes françaises qui ont quitté la vallée du Saint-Laurent, ont quitté le Bas-Canada pour essayer de trouver un meilleur parti, une meilleure vie en Nouvelle-Angleterre pendant une dizaine d'années, si je comprends bien. Donc, ce sera évidemment un autre aspect à développer dans mon roman, l'exil des Canadiens français qui vont s'établir en Nouvelle-Angleterre. Saint-Martin a vécu ça, il coupait du bois apparemment, il vendait des cordes de bois. Donc ça, c'est un autre aspect quand même exceptionnel d'une vie qui couvre tout le 19e siècle et tous les mouvements, l'évolution de la société au courant du 19e siècle. Et il rentre en 1879 à Saint-Thomas-de-Joliette, près de Berthier, un an avant sa mort. En juin 1880. Et jusqu'à la fin, il est victime du harcèlement de scientifiques, de médecins, d'autres charlatans et de William Osler, qui est une figure importante de l'histoire de la médecine, un Canadien qui était un admirateur de Beaumont, qui a signé une préface d'une réédition du livre de Beaumont au début du 20e siècle et qui donc connaissait assez bien l'histoire de Saint-Martin, le rapport de Beaumont et de Saint-Martin. Alors, à la mort de Saint-Martin, William Osler, qui a d'ailleurs une bibliothèque à son nom à l'Université McGill, je pense la Bibliothèque des sciences, donc c'est une figure très importante de l'histoire médicale, contacte la famille pour faire une autopsie de Saint-Martin. Parce que, dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'était prélever l'estomac fistuleux de Saint-Martin et l'amener à la bibliothèque de l'armée américaine à Washington, au musée de l'armée américaine à Washington. Et à cette demande d'autopsie, la famille a répondu par courrier « Don't come for autopsy, you will be killed ». Alors, c'est dire le harcèlement qu'ils ont subi constamment, cette famille qui a été d'une certaine façon frappée par un malheur de l'histoire, par un hasard. Donc, pour même éviter le vol du cadavre d'Alexis, parce que c'était une pratique courante que le vol de cadavre pour apprendre l'anatomie. Hein, on a même, dans le premier roman canadien-français, L'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé fils, des étudiants en médecine vont déterrer des cadavres dans des cimetières pour apprendre l'anatomie. Donc, c'était une pratique au 19e siècle. Pour éviter que ça se produise, la famille laisse le corps se détériorer plus longtemps que la normale avant de l'inhumer dans une tombe non marquée pour éviter qu'on vienne attenter à son corps plus qu'il ne l'a enduré de son vivant. Et il faudra attendre 3 générations pour qu'on retrouve le lieu de sa sépulture, quand dans les années 60, 1960, Société médicale au Québec a voulu honorer sa mémoire et faire poser une plaque à l'église de Saint-Thomas-de-Joliette pour commémorer la mémoire de Saint-Martin. Et alors, une petite fille de Saint-Martin qui était adolescente au moment de son décès, a révélé le secret familial. Elle se souvenait de l'emplacement de la tombe de son grand-père et a révélé l'emplacement. Alors maintenant, Saint-Martin, depuis les années 60, repose en paix. On sait où il se trouve et il y a une plaque à sa mémoire.
Alors voilà, c'est une histoire riche, très complexe, tragique, qui nous fait découvrir l'Amérique, la transformation de l'Amérique au cours du 19e siècle, plein de choses, la course des bois, la médecine de brousse, les découvertes médicales dans des conditions douteuses, des conditions éthiques certainement discutables, la vie de campagne dans la vallée du Saint-Laurent. Il y a énormément de choses. Alors, ce sera un projet de roman, moi, qui me fascine. C'est le projet qui m'emballe le plus au début. Dans ses commencements, je n'ai jamais été aussi passionné par un projet d'écriture. Mais bon, c'est aussi pour moi, c'est mu par un désir de rendre hommage à Alexis Saint-Martin. C'est une figure historique qui mérite d'être mieux connue. On doit reconnaître son apport dans l'histoire de la médecine, dans le progrès scientifique. Et il mérite de trouver une meilleure place dans notre imaginaire collectif. Et j'espère y contribuer avec ce projet de roman.